Je peux avoir la femme que je veux, dit le patron à la pauvre fille. Mais elle le rejeta. Il n'avait jamais vu une femme comme elle auparavant. Élise Moreau, 34 ans, descendait du tram à 7h45, comme Fariet désormais tous les matins. Le vent d'été traversait les rues du 2e arrondissement de Lyon, mais son allure restait droite, calculée, presque imperméable au charme du paysage. Elle portait une chemise sobre, un pantalon bien repassé et des chaussures confortables. Elle n'était pas là pour séduire, elle était là pour reconstruire. Son nouveau poste d'assistante administrative au sein du cabinet Lefebvre & Associés, une grande entreprise d'architecture réputée pour ses projets audacieux et ses couloirs pleins de tensions silencieuses, représentait pour elle plus qu'un simple emploi. C'était une chance de recommencer, de s'extirper d'un passé marqué par les dettes, les humiliations et un silence obstiné qu'elle avait appris à dompter comme un animal récalcitrant. Dès son arrivée, elle sentit l'atmosphère. Les bureaux étaient modernes, baignés de lumière naturelle, mais derrière les vitres impeccables se cachaient des regards pesants, des sourires mécaniques, des ambitions féroces. Ici, les gens ne se saluaient pas tous. On évaluait, on jaugeait, on s'imposait par le langage du non-dit. Élise, habituée aux environnements hostiles, savait exactement comment se fondre sans disparaître. Efficacité, discrétion et zéro envolée émotionnelle. Elle fut accueillie brièvement par la responsable des ressources humaines, puis introduite à son équipe. Une poignée de noms, des sourires polis, quelques regards intrigués. Rien d'intimidant, mais chaque détail comptait. Les dossiers rangés, les blagues en sourdine, l'impression qu'on ne lui disait pas tout. Elle s'assit à son bureau, ajusta son écran, connecta son identifiant et commença. Sa formation n'avait pas encore été finalisée, mais Élise était le genre de personne qui apprenait en marchant. L'homme dont tout le monde parlait, Arnaud Lefebvre, directeur fondateur de l'entreprise, ne fit pas son apparition ce premier jour. Pourtant, son nom était omniprésent. Chaque projet, chaque réunion importante, chaque mouvement stratégique portait sa signature. On parlait de lui avec une sorte d'admiration mêlée de crainte. Charismatique, exigeant, dominateur. Et surtout, selon les murmures dans la salle de pause, amateur de conquêtes internes. Élise entendit les sous-entendus, les récits mi-fantasmés, mi-avertis. « Fais attention, il aime les nouvelles. » Elle répondit par un silence neutre. Ce genre de pouvoir, elle connaissait, et elle ne voulait plus jamais y céder. Au fil des jours, Élise fit preuve d'une rigueur qui désarma ses collègues. Elle n'était ni distante, ni chaleureuse, simplement efficace. Elle arrivait tôt, partait à l'heure, respectait les hiérarchies sans jamais flatter. Et surtout, elle ne participait à aucun des jeux d'influence qui semblaient constituer la véritable structure de l'entreprise. Cela n'échappa pas à certains, notamment à ceux qui avaient l'habitude d'évaluer les gens comme des pièces sur un échiquier. Lors de sa 2e semaine, elle croisa enfin Arnaud Lefebvre. C'était dans le couloir du 4e étage. Il sortait d'une réunion avec les chefs de projet, entouré de quelques collaborateurs. Il portait un costume sombre, une montre élégante, une assurance qu'on aurait pu croire naturelle si elle n'avait été si soigneusement cultivée. Le regard d'Arnaud balaya l'espace, puis se posa brièvement sur elle. Une fraction de seconde à peine. Rien ne fut dit, mais Élise sut. Il l'avait remarqué. Cela ne changea rien à son comportement. Elle continua comme si de rien n'était, concentrée, méthodique. Elle prenait des notes, optimisait les plannings, résolvait les erreurs d'enregistrement sans faire de bruit. Une employée modèle, mais sans besoin de reconnaissance. Certains l'admiraient pour sa compétence, d'autres la trouvaient froide. Mais tous comprenaient qu'elle n'était pas là pour plaire. Arnaud, quant à lui, observait, à distance. Et dans ce silence, quelque chose commença à se fissurer. Une mécanique invisible, imperceptible, comme une note dissonante dans une mélodie trop parfaite. Ce fut un vendredi de fin d'après-midi, lorsque le soleil caressait encore les toits rouges de Lyon et que les employés, relâchés par l'approche du week-end, se retrouvaient sur le toit aménagé de l'entreprise. C'était une tradition non écrite chez Lefebvre & Associés. Chaque dernier vendredi du mois, le verre de l'amitié. Élise, bien qu'invitée, hésita à monter. Elle n'aimait pas ces rassemblements trop détendus, où les limites devenaient floues et les langues se déliaient sous l'effet de l'alcool. Mais elle savait aussi que rester absente l'éloignerait encore plus des autres. Elle monta. Le décor était élégant, comme tout ce que signait Arnaud. Plantes bien taillées, mobilier design, lumière tamisée.
Les conversations flottaient, légères, entrecoupées de rires calculés. Élise se tint légèrement en retrait, un verre d'eau à la main, observant. Quelques collègues vinrent lui parler brièvement, puis se mêlèrent à d'autres groupes. Elle ne semblait pas chercher à s'intégrer, mais ne rejetait personne non plus. Cette neutralité éveillait une certaine curiosité. Arnaud arriva en retard, comme à son habitude, vêtu d'un costume sans cravate, les manches légèrement retroussées. Il souriait, saluait les uns et les autres, posait une main sur une épaule, lançait une remarque charmante à une jeune collaboratrice. Rien de déplacé, mais tout parfaitement orchestré. Il était dans son élément. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il aperçut Élise, seule, droite, presque immobile, fixant le ciel sans vraiment le regarder. Il se dirigea vers elle, verre de vin à la main, l'air détendu. Elle le vit venir. Elle ne se détourna pas, ne sourit pas non plus. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle, inclina légèrement la tête. « Vous ne buvez pas ?» demanda-t-il, faussement surpris. « Non, je préfère garder l'esprit clair. » Il sourit, amusé par la réponse. Peu de gens lui répondaient aussi simplement. Il leva son verre. À la clarté alors. Élise hocha la tête, polie, sans répondre. Arnaud s'avança d'un pas, réduisant la distance. « Vous êtes ici depuis 2 semaines et on parle déjà de vous. Tant que ce sont mes compétences qu'on évoque, ça me convient. Vous êtes toujours aussi direct, uniquement quand c'est nécessaire. » Il rit. Un rire court, contrôlé. Puis, sur un ton plus léger, presque complice, « Vous savez, Élise, je peux avoir la femme que je veux dans cette entreprise. » Elle le regarda enfin, droit dans les yeux. Aucune trace d'étonnement, ni de colère, seulement une certitude calme. « Je ne suis pas à vendre, monsieur Lefebvre. » Le silence s'installa. Pas un silence gêné, mais un silence coupant, comme une brèche dans une routine bien huilée. Arnaud, figé l'espace d'une seconde, ne trouva rien à répondre immédiatement. Ce n'était pas une insulte. Ce n'était même pas une accusation. C'était un fait énoncé avec une lucidité désarmante. Il se redressa, esquissa un sourire ambigu, recula légèrement. « Voilà qui est rafraîchissant. » Et il s'éloigna, rejoignant un autre groupe, laissant Élise seule à nouveau, mais cette fois avec quelques regards tournés vers elle. Certains avaient entendu, ou deviné, mais aucun ne comprenait vraiment ce qui venait de se passer. Arnaud, de son côté, se servit un second verre. Il n'était pas contrarié. Pas encore. Il était intrigué. Ce n'était pas une rebuffade classique, pas une tentative de se faire désirer par résistance. C'était un mur, solide, sincère, qui ne cherchait ni combat ni séduction. Et c'est précisément cela qui commença à le troubler. Le lundi matin suivant, l'ambiance au bureau semblait inchangée. Les couloirs résonnaient du cliquetis des claviers, les salles de réunion se remplissaient de voix feutrées, et le parfum du café rythmait les heures comme une cadence bien connue. Mais pour Arnaud Lefebvre, quelque chose avait discrètement basculé. Il s'étonnait lui-même d'avoir repensé autant à cette phrase « Je ne suis pas à vendre ». 3 jours avaient repassé, et pourtant il l'entendait encore, comme une note suspendue dans l'air. Assis dans son bureau vitré, il jetait des regards intermittents à l'open space. Non pas pour surveiller ou jauger comme à son habitude, mais pour repérer. Élise. Elle travaillait toujours dans le même coin, légèrement en retrait, mais jamais isolée. Elle écoutait, répondait brièvement, organisait. Elle n'évitait personne, mais ne s'attachait à personne non plus. Une présence constante, mais jamais envahissante. Et surtout, une absence totale de ce besoin d'approbation que tant d'autres autour d'elle manifestaient. Arnaud n'avait pas l'habitude qu'on lui échappe. Depuis des années, son autorité n'était pas seulement administrative, elle était magnétique. Il imposait, captait, séduisait. Il était le centre d'un jeu où chacun connaissait les règles. Mais Élise semblait jouer à un autre jeu, ou peut-être n'en jouait-elle aucun. Et c'était précisément cela qui piquait son intérêt. Il commença à l'observer davantage. Non pas comme un prédateur, mais comme un homme déconcerté. Il remarqua comment elle repliait soigneusement ses affaires à la fin de la journée, comment elle se rendait parfois à pied au tram, comment elle lisait pendant la pause déjeuner un livre de sociologie au lieu de regarder son téléphone. Chaque détail, auparavant insignifiant, devenait soudain une pièce d'un puzzle qu'il ne comprenait pas encore. Une fois, il la vit aider discrètement un collègue à corriger un rapport mal rédigé, sans chercher à se mettre en avant. Une autre fois,
il surprit une discussion entre elle et la responsable du personnel sur l'optimisation d'un processus administratif. Pas une critique, juste une proposition claire, bien argumentée, posée avec calme. Elle ne cherchait pas à briller, mais elle brillait par son exactitude. Ce qui troublait le plus Arnaud, c'était son indifférence à sa propre personne. Il était habitué aux regards qui se posaient un peu trop longtemps, aux sourires qui duraient une seconde de plus, aux flatteries déguisées en commentaires professionnels. Mais avec Élise, rien. Même quand leurs regards se croisaient, il n'y avait ni gêne ni défi. Juste une reconnaissance factuelle de sa présence. Cela le déroutait. Son ego, habitué à la lumière, se retrouvait dans une pénombre nouvelle. Il se surprenait à attendre les moments où il la croiserait dans les escaliers, à s'interroger sur ce qu'elle pouvait bien penser de lui. Et plus il s'interrogeait, plus il s'agaçait. Non pas contre elle, mais contre cette faille soudaine dans sa maîtrise habituelle. Il tenta de rationaliser. Peut-être était-ce simplement le mystère, le fait qu'elle lui résistait là où tant d'autres s'étaient dépliés. Peut-être voulait-il seulement prouver qu'il pouvait la faire céder, comme une sorte de revanche sur sa propre confusion. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas si simple. Ce n'était pas une question de conquête, c'était autre chose. Une sensation neuve, un mélange d'admiration et d'incompréhension. Il consulta son agenda, chercha une excuse professionnelle pour interagir avec elle. Rien d'évident ne se présentait. Il aurait pu forcer une situation, mais il hésita. Ce n'était pas du tout dans ses habitudes. Il avait toujours été l'homme des décisions rapides, des gestes sûrs. Et voilà qu'il attendait, qu'il observait, qu'il doutait. Le 3e jeudi du mois, alors qu'il signait un lot de documents dans son bureau, il tomba sur un dossier parfaitement compilé, signé Moreau. Il le feuilleta. Aucun défaut. Mise en page claire, données précises, remarques pertinentes. Il referma la chemise, la posa devant lui et resta un long moment silencieux. Il ne voulait pas l'admettre, mais quelque chose chez cette femme le désarmait profondément. Et il savait déjà qu'il ne pourrait pas faire comme si cela n'existait pas. Le lendemain matin, alors que la ville de Lyon s'éveillait sous un ciel pâle, Arnaud s'installa à son bureau plus tôt que d'habitude. Il avait pris une décision. Depuis des jours, il tournait autour d'une idée sans oser la concrétiser. Mais ce matin-là, entre le café brûlant et le léger bourdonnement de l'ascenseur, il décida de passer à l'action. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, ni comment il allait s'y prendre, mais il voulait parler à Élise, en dehors du cadre strictement professionnel. Vers 10 heures, alors qu'elle sortait d'une réunion avec l'équipe administrative, il l'attendait dans le couloir. Il s'appuya nonchalamment contre le mur, feignant de consulter un document. Lorsqu'elle passa devant lui, il leva les yeux, sourit brièvement. « Élise ». Elle s'arrêta, le regard mesuré. Elle n'avait pas l'air surprise, mais elle ne dissimulait pas non plus une certaine prudence. « Monsieur Lefebvre ?»« Arnaud, je vous en prie. Je me demandais si vous auriez un moment pour un café. » Elle le fixa, immobile, le sac suspendu à son épaule. « Vous voulez parler de travail ?»« Pas forcément. Disons, un moment pour respirer, entre 2 réunions. Le café de l'immeuble est affreux, mais j'ai une machine décente dans mon bureau. » Il avait dit cela avec son ton habituel, ce mélange de désinvolture et de contrôle qui faisait partie de son arsenal de persuasion. Mais il sentit immédiatement que cela ne fonctionnait pas. Élise ne sourit pas, ne détourna pas les yeux, ne laissa aucun silence qui aurait pu être interprété comme une ouverture. « C'est gentil, mais j'ai pas mal de choses à terminer ce matin. » Elle avait dit cela sans hostilité, avec une simplicité déconcertante. Pas une excuse, pas une esquive, une vérité. Arnaud resta un instant figé. Il s'attendait à une hésitation, à un peut-être plus tard, à un quelconque jeu implicite. Mais elle venait, une fois de plus, de désamorcer toute mise en scène. Il haussa légèrement les épaules, masquant sa déstabilisation. Bien sûr, une autre fois peut-être. Elle hocha la tête et s'éloigna, ses pas précis résonnant sur le sol lisse du couloir. Il la suivit du regard, incapable de masquer cette étrange frustration qui montait en lui. Ce n'était pas une blessure d'orgueil, pas seulement, c'était un vide. Il avait tendu une perche et elle ne l'avait pas simplement ignoré, elle l'avait rendue inutile. De retour dans son bureau, il referma la porte doucement, s'assit derrière son bureau et soupira. Cette femme le perturbait d'une manière qu'il n'arrivait pas à nommer. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas non plus une passion. C'était comme une fissure dans un miroir qu'il croyait incassable. Chaque refus d'Élise
ne faisait pas que rejeter son charme, il le remettait en question. Pendant les jours suivants, Arnaud évita de provoquer une nouvelle rencontre. Il se contenta d'observer à distance. Il réalisa à quel point son regard la cherchait dans les réunions, à quel point il écoutait différemment lorsqu'elle prenait la parole, même brièvement. Et ce qu'il découvrit ne fit qu'approfondir le trouble. Elle était compétente, calme, juste. Son opinion était écoutée, non pas parce qu'elle s'imposait, mais parce qu'elle apportait toujours une réponse utile, réfléchie, structurée. Une après-midi, alors qu'il passait devant une salle vitrée, il la vit en train de réorganiser des dossiers avec une efficacité presque chorégraphique. Aucun mouvement inutile, aucune parole superflue. Elle n'avait pas besoin de spectacle. Elle était simplement là, entière, présente. Et lui, Arnaud Lefebvre, qui avait toujours cru que le pouvoir passait par le regard qu'on suscitait, commençait à se demander s'il n'existait pas une autre forme de pouvoir, une force silencieuse qui ne s'imposait pas mais s'enracinait dans quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'avait encore jamais vraiment rencontré. Un jeudi matin, comme tant d'autres, Élise arriva au bureau avec quelques minutes d'avance, comme toujours. Le soleil filtrait entre les bâtiments, projetant sur les murs intérieurs des jeux de lumière que peu de ses collègues remarquaient. Elle, si. Elle voyait chaque détail, chaque variation, comme des signaux silencieux que la ville lui envoyait. Le monde extérieur n'était pas seulement décoratif, il était une frontière qu'elle surveillait sans cesse. Dans la cuisine commune, elle croisa Marianne, une collègue de son équipe, avec qui elle échangeait parfois quelques mots. Marianne était curieuse, mais pas intrusive. Elle avait ce tact rare de poser les bonnes questions au bon moment. Ce jour-là, elle remarqua la fatigue sur le visage d'Élise. « Tu dors mal ?» Élise haussa les épaules, un léger sourire aux lèvres. « Disons que certaines nuits sont plus longues que d'autres. » Marianne versa du café, puis hésitante, demanda « Tu vivais à Paris, c'est ça? Avant Lyon ?» Élise hocha la tête. Son regard s'était légèrement voilé, mais elle ne tenta pas d'éluder. « Oui, j'y ai passé 10 ans. Tu travaillais aussi dans l'administration ?»« Pas exactement. J'étais dans une petite agence de communication, polyvalente, comme toujours. » Marianne sentit qu'elle touchait un fil sensible. Mais Élise, à sa manière, poursuivit. « J'ai dû repartir de zéro, ici, à Lyon. Personne ne me connaissait, et c'était justement ce que je cherchais. » Marianne comprit alors que ce qu'Élise disait était bien plus qu'une simple relocalisation. C'était une fuite, un exil choisi, un silence chargé. Élise termina son café, puis ajouta presque comme un murmure « La vie, parfois, t'apprend à devenir invisible pour survivre. » Et elle quitta la pièce. Ce fragment de confidence, bien que discret, ne tarda pas à atteindre des oreilles inattendues. Arnaud, qui continuait à nourrir une curiosité grandissante pour elle, intercepta le récit de Marianne quelques heures plus tard. Rien de malveillant, juste une discussion entre collègues, une phrase rapportée sans intention précise. Elle a dit qu'elle a dû tout recommencer à Lyon. Ce fut suffisant pour que son esprit se mette en mouvement. Il n'avait jamais réellement considéré les passés de ses employés. Pour lui, les gens commençaient à exister à partir du moment où ils entraient dans son entreprise. Mais avec Élise, c'était différent. Il voulait savoir. Pas par voyeurisme, mais pour comprendre ce qui se cachait derrière cette maîtrise silencieuse, ce calme presque inhumain. Il demanda à son assistante s'il existait un ancien dossier de recrutement d'Élise, quelque chose de plus détaillé. Elle lui répondit que les seules informations disponibles étaient celles qu'elle avait fournies lors de son entretien. Expérience passée, formation, rien de personnel, aucune mention d'un conjoint, d'une rupture, d'un événement marquant. Le minimum. Le strict nécessaire. Arnaud sentit en lui monter une tension étrange. L'homme qui d'ordinaire aimait les histoires simples, les personnes malléables, se retrouvait face à un mystère. Et ce mystère prenait la forme d'une femme qui n'avait rien à prouver, mais qui semblait porter en elle tout un monde enfoui. Il se surprit à la chercher dans les regards des autres, à décrypter les silences autour d'elle. Et plus il écoutait, plus il se rendait compte que personne ne savait vraiment qui elle était. On l'aimait bien, mais de loin. Elle inspirait le respect, mais gardait les distances. Une forteresse, élégante, discrète, inviolée. Ce soir-là, en quittant le bureau, Arnaud la vit traverser le hall, son sac sur l'épaule, son pas régulier. Elle ne remarqua pas sa présence, ou fit semblant de ne pas le remarquer.
Il resta un instant immobile, les mains dans les poches, à la regarder s'éloigner. Et il comprit que le vrai pouvoir ne résidait pas dans le contrôle qu'on exerçait sur les autres, mais dans la paix qu'on avait avec soi-même. Ce fut une journée comme tant d'autres dans les couloirs du cabinet Lefebvre & Associés, sauf que l'ambiance semblait légèrement plus tendue. Un gros appel d'offres venait d'échouer, et les équipes, bien qu'en apparence sereines, masquaient mal leur nervosité. Arnaud, dans son bureau, passait en revue les rapports avec une concentration feinte. Son esprit, malgré les chiffres et les tableaux, dérivait encore vers Élise Moreau, cette femme qu'il n'arrivait ni à comprendre ni à ignorer. Dans la salle de pause, un échange apparemment anodin allait, sans qu'il le sache encore, bouleverser un peu plus son regard sur elle. Pierre, un des architectes principaux de l'agence, homme de 40 ans au charisme tranquille, buvait son café assis sur le coin d'une table. Arnaud, qui avait quitté momentanément son bureau pour respirer un peu, le rejoignit. Ils parlèrent brièvement du contrat perdu, des conséquences possibles, puis la conversation glissa vers l'équipe administrative. Arnaud, comme en passant, mentionna Élise. « Elle est particulière, non ?» Pierre hocha la tête, regard pensif. « Très. » Un silence s'étira, puis Arnaud, sans vraiment s'en rendre compte, posa la question qui le brûlait depuis des jours. « Tu lui as déjà parlé en dehors du boulot ?» Pierre esquissa un sourire ironique. « J'ai essayé, 2 ou 3 fois. Rien d'insistant, bien sûr. Une invitation à déjeuner, un compliment sur un travail bien fait. Rien qui ne sorte du cadre. Et elle m'a regardé comme si j'avais proposé de la payer pour mon temps. » Arnaud haussa un sourcil intrigué. Pierre continua. « Elle ne joue pas, Arnaud, ni au flirt, ni au pouvoir, ni à la séduction. Elle est ailleurs. C'est comme si elle était venue ici pour autre chose que nous. » Arnaud s'appuya contre le mur, absorbant chaque mot. « Tu penses qu'elle se protège ? Je pense qu'elle sait exactement ce qu'elle veut éviter. » Un autre silence s'installa, plus lourd. Arnaud sentit une tension familière monter en lui. Ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas un rival qu'il avait en face de lui. C'était une vérité désagréable. Il n'était pas le seul à avoir échoué. Mais contrairement à Pierre, cela ne l'éloigna pas d'elle. Cela l'attira encore plus. Il comprit alors que ce n'était pas son charme qu'elle rejetait. C'était ce qu'il représentait. Un homme puissant, sûr de lui, habitué à obtenir ce qu'il voulait. Un homme qu'elle avait sans doute déjà rencontré, sous d'autres visages, dans d'autres villes. Et soudain, la nature de son attirance se précisa. Ce n'était plus une simple curiosité ou une blessure d'ego. C'était une volonté de comprendre ce mur qu'elle avait construit. De savoir s'il était fait de peur, de douleur ou de principes inébranlables. Dans les jours qui suivirent, Arnaud modifia son comportement. Il arrêta d'essayer de provoquer des échanges informels. Il cessa de chercher son regard dans les couloirs. Il devint plus attentif, plus silencieux. Il écoutait ses interventions en réunion avec une nouvelle forme de respect. Et surtout, il commença à lire les documents qu'elle produisait avec un œil neuf. Il y découvrit une rigueur qu'il n'avait pas souvent rencontrée. Une honnêteté professionnelle qui contrastait cruellement avec les jeux de couloir qu'il avait tant encouragés, consciemment ou non. Un après-midi, alors qu'il passait près de l'open space, il la vit expliquer calmement un processus complexe à un nouveau stagiaire. Elle le faisait sans arrogance, sans impatience, avec une pédagogie tranquille. Ce geste, pourtant anodin, éveilla en lui une sensation inhabituelle. Il ne la voyait plus comme un mystère à résoudre, mais comme une force qu'il voulait apprendre à connaître. Et peut-être, pour la première fois dans sa vie, Arnaud Lefebvre comprit qu'il allait devoir désapprendre ce qu'il croyait savoir sur les femmes, sur le pouvoir, sur la séduction. Il ne s'agissait plus de gagner, il s'agissait d'écouter. Le lundi suivant, la ville de Lyon s'éveilla sous une pluie fine et persistante. Dans les bureaux vitrés de Lefebvre & Associés, les conversations semblaient plus discrètes, étouffées par le martèlement doux de la pluie sur les vitres. Arnaud Lefebvre, fidèle à sa nouvelle posture plus contenue, entama sa journée dans le silence. Pas de remarques frivoles, pas de détours inutiles. Il avait passé le week-end à réfléchir à une manière d'approcher Élise sans détour, sans ruse, sans jeu. Il voulait une interaction réelle, dénuée de ses stratagèmes habituels. C'est alors qu'une idée lui vint, presque évidente. Il préparait depuis quelque temps un projet interne destiné à réorganiser certains processus de gestion de projet, un chantier fastidieux mais stratégique. Jusqu'alors, il avait confié cette mission à son équipe de direction, mais les résultats étaient décevants. Il décida de proposer à Élise d'y participer,
non comme simple exécutante, mais comme force de proposition. Il l'invita à son bureau par mail avec un ton neutre. « J'aimerais avoir votre point de vue sur un projet interne. Disponibilité de 30 minutes cette semaine ?» Élise accepta. Le rendez-vous fut fixé pour le lendemain, à 15 heures. Lorsqu'elle entra dans son bureau, Arnaud se leva, la salua sobrement puis lui désigna un fauteuil. « Merci d'être venu. J'ai lu vos rapports. J'apprécie votre clarté. Il y a un projet qui piétine et j'aimerais que vous y jetiez un œil. » Élise hocha la tête, professionnelle. « D'accord, de quoi s'agit-il » Il lui expliqua les grandes lignes, lenteur dans la circulation des documents, perte d'informations entre les départements, insatisfaction croissante des clients internes. Rien de séduisant, mais un vrai défi pour quelqu'un qui comprenait les rouages administratifs. Vous êtes libre de proposer une autre approche. Pas besoin de faire plaisir. Juste, soyez honnête. Elle le regarda un instant, attentive, puis acquiesça. Je vous rendrai une première ébauche d'ici vendredi. Il sourit sincèrement cette fois. Merci. Au fil de la semaine, Élise s'immergea dans le projet avec sa rigueur habituelle. Mais quelque chose changea. Elle reçut de la part d'Arnaud, pour la première fois, des retours précis, sans flatterie, sans condescendance. Juste de vrais échanges professionnels. Et elle y répondit de la même manière. Les conversations s'allongèrent. D'abord 15 minutes, puis 30, parfois presque 1 heure. Ils parlaient des processus, bien sûr, mais aussi de méthodes de travail, de logique organisationnelle, de certains livres qu'ils avaient lus, lui, des essais sur la stratégie d'entreprise, elle, des ouvrages sur la sociologie du travail. À travers ces discussions, une forme de respect naquit. Elle ne le contredisait pas pour affirmer son point de vue, mais pour affiner une idée. Lui ne cherchait plus à convaincre, mais à comprendre. Un soir, alors que les bureaux s'étaient vidés, Élise frappa à sa porte. Elle tenait un document. Voici la version finale de la proposition. Il la prit, la feuilleta rapidement, impressionné. C'est précis et intelligent. Merci. Il la regarda un instant, puis demanda, hésitant, « Vous avez toujours été comme ça ?» Si posée, elle hésita à répondre. Puis, d'un ton neutre, mais pas froid, « On ne naît pas calme, on le devient, par nécessité. » Un silence s'installa, pas pesant, réel. Arnaud sentit alors que ce qu'il avait pris pour une forteresse était peut-être un abri. Non pas contre les autres, mais contre ce que la vie avait déjà fait d'elle. Il n'insista pas. Il ne posa pas de questions. Il se contenta d'un simple « Vous avez bien fait de venir à Lyon ». Elle hocha la tête. Un léger sourire, presque imperceptible, traversa son visage. Pour la première fois depuis le début, ce n'était pas un affrontement. C'était une rencontre. La soirée de fin de trimestre approchait, l'une de ces célébrations que la direction organisait pour entretenir une image d'équipe soudée, même si, en vérité, chacun connaissait les tensions qui se cachaient derrière les sourires polis. Cette fois, le lieu choisi était un bar élégant en bord de Saône privatisé pour l'occasion. Les murs étaient en pierre, les lumières tamisées, l'ambiance à la fois chic et décontractée. Élise avait hésité à venir. Elle n'aimait pas les espaces bruyants, les verres qui se multipliaient sans qu'on s'en rende compte, les regards qui devenaient flous. Mais elle savait que son absence serait remarquée, et désormais, depuis son implication dans le projet interne, elle ne pouvait plus se permettre d'être la femme de l'ombre. Alors elle y alla, vêtue avec la même sobriété élégante qu'au bureau, tenant un verre d'eau dans la main. Arnaud, de son côté, était arrivé avec un certain retard, comme toujours. Il était déjà un peu plus détendu que d'habitude. La cravate absente, la veste ouverte. Il avait enchaîné quelques verres de vin, discuté avec plusieurs collaborateurs, ri trop fort à des blagues banales. Mais dans un coin de sa conscience, il cherchait Élise. Elle était là, assise près d'un mur, en conversation avec Marianne. Il l'observa longtemps avant de s'approcher. Dans sa tête, les idées n'étaient plus claires. Les conversations de la semaine l'avaient ému, dérouté. Il n'était plus sûr de ce qu'il ressentait. De l'admiration, oui, une forme de respect, mais aussi un trouble plus ancien, plus instinctif. Et ce soir-là, sous l'effet de l'alcool, ce trouble prit le dessus. Il attendit qu'elle soit seule. Puis il s'approcha, un verre à la main, le sourire un peu flou. « Vous êtes venu, finalement. »« Je suis là, oui. Vous savez, je suis content que vous soyez dans cette entreprise. Vous avez changé quelque chose ici. En moi aussi, peut-être. » Elle le regarda, perplexe. «
Vous avez bu ?» Il rit doucement. « Pas tant que ça. » Il fit un pas vers elle. Elle ne bougea pas, mais son regard devint plus attentif, plus distant. « Vous êtes différente, Élise. Vous me résistez, et ça me fait du bien. J'ai envie de... » Il s'arrêta, pencha légèrement la tête, et dans un geste impulsif, s'approcha pour l'embrasser. Elle recula aussitôt, posant une main sur son torse pour le repousser, sans brutalité, mais avec une fermeté intransigeante. Tout le monde ne vit pas la scène, mais plusieurs regards s'étaient déjà tournés. Le silence s'étira quelques secondes, coupé net par le souffle court d'Élise. « Non, Arnaud, vous dépassez une limite, devant tout le monde, en plus. » Il recula, confus, les joues rougies, mais pas seulement par l'alcool. Elle le fixait sans colère, mais avec une clarté implacable. « J'ai cru que... » tenta-t-il. « Vous avez cru mal. Et ce n'est pas la première fois que vous croyez que tout vous est permis. » Elle se retourna, prit son manteau et sortit du bar, laissant derrière elle un murmure de conversations interrompues. Le lendemain matin, Arnaud arriva tôt au bureau. Il n'avait pas dormi. Il avait revu la scène des dizaines de fois. Il ne se sentait pas seulement embarrassé, il se sentait minable, ridicule, petit, tout ce qu'il avait évité d'être depuis qu'il avait gravi les échelons du pouvoir. À 8 heures précises, Élise envoya un mail, sobre, direct. « Bonjour. Après les événements d'hier soir, je vous demande à être transféré dans un autre département. Je vous remercie de traiter cette demande rapidement. » Arnaud lut le message en silence. Aucun mot inutile, aucune menace. Juste une frontière nette. Il savait qu'il avait dépassé une ligne, qu'il avait trahi ce début de confiance qu'elle lui avait accordé. Et soudain, il comprit que ce qu'il ressentait pour elle n'avait rien à voir avec le désir ou le défi. C'était de l'estime. Et il venait de la mettre en danger. Pendant 3 jours, le bureau d'Arnaud resta fermé plus souvent que d'ordinaire. Ses collaborateurs y entraient avec précaution. Ses décisions devenaient rares et son ton, habituellement incisif, était remplacé par une lenteur pesante. L'affaire du vendredi soir avait fait le tour de l'entreprise, bien que personne ne l'évoquât à voix haute. Les regards évitaient, les couloirs se faisaient plus silencieux quand il passait. Mais ce qui le rongeait n'était pas le jugement des autres, c'était le regard d'Élise. Ce regard qui ne contenait ni colère ni haine, mais un verdict indiscutable, déception. Le 4e jour, incapable de rester dans cette paralysie, il se leva avant même que le jour ne se lève. Il s'assit à son bureau chez lui, alluma son ordinateur, puis le referma. Il comprit que ce qu'il avait à dire ne pouvait pas passer par un écran. Alors il prit un stylo, une feuille vierge, et écrivit. Pas pour s'excuser selon les règles convenues, mais pour raconter. Pour donner à sa manière une explication qui n'était pas une justification. Dans sa lettre, il parla de son enfance dans une banlieue de la banlieue parisienne, élevé par une mère absente et un père volatile. Il raconta comment, adolescent, il s'était promis de devenir un homme que plus rien ne pourrait blesser. Il décrivit le masque de confiance qu'il avait appris à porter, les gestes de séduction qu'il avait imités pour ne plus jamais se sentir rejeté. Il parla de cette peur permanente d'être insignifiant, qu'il masquait sous les projecteurs de son propre pouvoir. « Ce que j'ai fait vendredi, écrivait-il, n'était pas une erreur d'alcool, c'était une erreur de peur. J'ai cru, un instant, que vous pourriez me sauver de moi-même. Mais personne ne mérite qu'on lui impose ce fardeau. Je suis désolé. Vraiment. » Il laissa l'enveloppe sur son bureau scellée, puis demanda à son assistante de la faire remettre à Élise en main propre, sans autre commentaire. Il ne sut pas quand elle la lut, mais 2 jours plus tard, elle entra dans son bureau, sans frapper. Il leva les yeux, surpris. Elle portait une veste sombre, ses cheveux attachés en arrière. Son regard était calme, mais profond. « J'ai lu votre lettre, dit-elle simplement. » Il se leva à demi par réflexe, mais elle lui fit signe de rester assis. « Vous avez raison sur un point. Ce que vous avez fait ne peut pas être excusé par un verre de trop. Mais votre honnêteté, elle est rare, et elle mérite une réponse. » Elle sortit un petit carnet de son sac. Il reconnut l'objet qu'elle tenait souvent entre ses mains à la pause déjeuner. « J'ai été fiancé, une fois, à Paris. L'homme en question était tout ce que l'on attendait socialement. Brillant, cultivé, apprécié. Mais en privé, il était destructeur. Pas avec les coups, avec les mots, avec le silence, avec les regards qui humilient. Ça m'a pris des années à comprendre que je n'étais pas folle, que c'était lui. » Elle ne pleura pas.
Sa voix ne trembla pas. C'était une confession sans spectacle, mais chaque mot portait le poids d'un passé entier. Je suis venu à Lyon parce que je n'avais plus rien. Ni argent, ni dignité, ni force. J'ai dû tout reconstruire. C'est pour ça que je protège chaque centimètre de ce que j'ai reconquis. Et c'est pour ça que ce que vous avez fait, ce geste, m'a blessé. Arnaud baissa les yeux. Je comprends. Non, pas encore, mais vous êtes en train de comprendre. Et ça, c'est déjà beaucoup. Elle se leva, prête à partir. Je ne demande pas votre transfert, dit-il. Je sais, mais moi je veux changer d'équipe. Pas pour fuir, pour respirer. Je veux continuer à travailler ici, mais à mes conditions. Si vous respectez ça, on pourra continuer. Sinon, j'irai ailleurs. Je n'ai plus peur de partir. Il acquiesça lentement. D'accord, à vos conditions. Elle s'arrêta à la porte. Merci pour la lettre. Ça m'a fait voir que même les hommes forts ont des ruines à l'intérieur. Elle sortit, laissant derrière elle un silence plus grand que tous ceux qu'il avait connus jusque-là. Le mois suivant fut un tournant discret mais profond au sein de Lefebvre & Associés. Alors que les tensions liées au projet perdu commençaient à produire leurs effets, une nouvelle secousse secoua la direction. Un deuxième contrat majeur, en phase finale de négociation, échoua de manière inattendue. En l'espace de quelques semaines, la réputation de solidité du cabinet fut ébranlée. Les réunions d'urgence se succédaient, les chiffres étaient revus à la baisse et certains clients réguliers commençaient à poser des questions embarrassantes. Arnaud, pourtant réputé pour sa réactivité en temps de crise, s'enferma peu à peu dans un mutisme inhabituel. Il venait au bureau, assistait au comité, mais sans cette présence assurée qu'il avait toujours caractérisée. Les décisions importantes étaient reportées, les orientations floues. Certains cadres supérieurs commencèrent à murmurer que quelque chose avait changé chez lui. D'autres disaient simplement qu'il avait perdu la main. Dans ce climat incertain, Élise poursuivait son travail dans un autre département, celui des opérations, avec la même rigueur que toujours. Elle avait obtenu le transfert qu'elle souhaitait, et bien que ses nouvelles missions fussent plus techniques, elle s'était rapidement imposée comme un point d'ancrage pour son équipe. Elle écoutait, reformulait, structurait les processus avec une logique claire. Peu à peu, ses collègues se mirent à lui demander conseil, à suivre ses propositions. Un matin, alors que l'équipe directionnelle semblait paralysée face à une présentation critique, Élise entra dans la salle de réunion avec un dossier sous le bras. Elle n'y avait pas été conviée officiellement, mais un membre de son nouveau service l'avait mentionné comme quelqu'un qui pourrait avoir une solution. Elle prit la parole calmement. « J'ai étudié l'ensemble du flux administratif entre les différents pôles ces 2 dernières semaines. Il y a un problème de coordination qui aggrave l'impact de nos échecs récents. Si on réorganise le système d'information interne, on peut réduire les pertes de temps, améliorer la transparence et éviter de nouveaux incidents. Voici comment. » Elle ouvrit son dossier, projetant à l'écran un schéma clair, précis, illustrant chaque point. Les membres de la direction, d'abord étonnés par sa présence, se penchèrent peu à peu vers leurs écrans. Elle détailla chaque phase de son plan, répondant aux questions avec assurance sans jamais hausser la voix. Quand elle eut fini, la salle resta un instant silencieuse. Puis, l'un des associés, sceptique au départ, déclara « C'est la proposition la plus cohérente qu'on ait reçue depuis le début de cette crise. » Un autre acquiesça. Même les voix les plus critiques se turent. Arnaud, resté en retrait pendant toute la présentation, fixait Élise. Il ne l'avait pas revue en privé depuis sa confession. Il savait qu'elle le tenait à distance. Mais en cet instant précis, il ne vit plus seulement en elle la femme qui l'avait désarmé. Il vit une leader, une voix forte, une colonne vertébrale dans un édifice chancelant. Après la réunion, il s'approcha d'elle dans le couloir à pas lents. « Votre proposition est excellente. Vous venez de faire ce que personne ici n'avait osé faire depuis des semaines. » Elle le regarda avec calme. « Je ne cherche pas à impressionner. Je veux que cette entreprise tienne debout, pour tous ceux qui y travaillent. » Il hocha la tête. « Je sais, et c'est pour ça que ça marche. » Elle ne répondit pas, mais ne détourna pas le regard. Dans les jours suivants, son plan fut mis en œuvre. Progressivement, les effets se firent sentir, des gains de temps, une meilleure circulation de l'information, un apaisement général des tensions internes. Pour la première fois, Élise fut citée dans les réunions de direction comme une référence, et elle, sans jamais se mettre en avant, continuait simplement à travailler. Arnaud, quant à lui, se tenait désormais en retrait. Il observait, il apprenait.
Et dans ce silence qu'il s'imposait, une conviction grandissait. Ce n'était pas lui qui allait sauver cette entreprise, c'était elle. Le changement était désormais visible à tous les étages de Lefebvre & Associés. Depuis la mise en œuvre des propositions d'Élise, les performances internes s'amélioraient, les réunions redevenaient productives et la tension ambiante s'était atténuée. Mais ce qui étonnait le plus, ce n'était pas le redressement progressif de la structure, c'était le nouveau visage d'Arnaud Lefebvre. Depuis des semaines, il avait cessé d'être l'homme qui dominait les salles de réunion par sa seule présence. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il posait des questions qu'il n'avait jamais posées auparavant. Et surtout, il observait Élise avec une forme de respect silencieux que beaucoup, au début, n'avaient pas compris. Mais pour Élise, ce changement n'était pas un jeu d'illusion. Elle voyait bien que quelque chose avait basculé en lui. Il n'essayait plus de la séduire ni même de l'approcher. Il la regardait comme on regarde un phare dans la tempête, à distance, mais avec la certitude qu'il éclaire plus qu'il ne brûle. Tout culmina lors d'une réunion d'évaluation trimestrielle, un vendredi matin. Tous les chefs de pôle étaient à présent, ainsi que les membres de la direction. Arnaud ouvrit la séance, dans son ton désormais calme, mais ferme. Avant que l'on entre dans les résultats, j'aimerais dire quelques mots. Pas sur les chiffres, sur les gens. Un léger murmure parcourut la salle. Il poursuivit, le regard droit, la voix posée. Il y a quelques mois, j'ai commis une erreur grave. Pas seulement sur un plan personnel, mais sur un plan de jugement. J'ai sous-estimé une personne dans cette entreprise. Je l'ai réduite à un rôle qu'elle n'avait jamais demandé. Et aujourd'hui, c'est cette même personne qui nous a permis de reprendre pied dans une période critique. Tous les regards se tournèrent lentement vers Élise. Elle, droite, immobile, ne scia pas. Élise Moreau, dit-il en articulant chaque syllabe, a démontré ce que signifie réellement le mot « intégrité ». Elle n'a pas seulement fait preuve de compétence, elle a montré qu'on peut être forte sans écraser, brillante sans chercher la lumière, indispensable sans jamais l'exiger. Il se tut un instant, puis ajouta « Je lui présente ici, devant vous tous, mes excuses et ma reconnaissance ». Le silence qui suivit fut lourd de sens. Personne ne s'attendait à une telle prise de parole, encore moins à une forme aussi ouverte de vulnérabilité. Mais personne ne douta non plus de sa sincérité. Élise, après un moment de silence, répondit simplement « Merci. Je n'ai jamais cherché à prouver quoi que ce soit, mais je suis heureuse que vous l'ayez vu. » La réunion reprit, mais une tension invisible venait de se briser. Les mots d'Arnaud résonnaient encore longtemps après la fin de la séance. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle dynamique s'installa. Certains employés, jusque-là méfiants à l'égard d'Arnaud, commencèrent à lui accorder une forme de crédit inattendu. Le voir ainsi s'humilier publiquement, reconnaître ses torts, avait modifié l'image qu'ils avaient de lui. L'autorité brute avait laissé place à une forme d'humanité. Pour Élise, ce bouleversement intérieur fut plus subtil. Elle ne ressentit ni triomphe ni vengeance, seulement un soulagement. Enfin, elle n'était plus vue à travers un prisme de désir ou de défi. Elle était reconnue, en tant que professionnelle, en tant que femme debout. Un soir, alors qu'elle rangeait ses affaires, Arnaud vint frapper à la porte de son bureau. « Je ne veux rien demander, dit-il en entrant. Je veux juste vous remercier, pas pour ce que vous avez fait, pour ce que vous m'avez obligé à devenir. » Elle le regarda en silence, puis après quelques secondes répondit « Ce n'était pas mon intention, mais si c'est arrivé, alors tant mieux. » Ils restèrent là, sans mot de plus. Deux adultes, marqués par leurs cicatrices, reconnaissant enfin ce que chacun avait de plus précieux à offrir à l'autre, une vérité nue et la capacité de l'entendre. Le printemps s'installait doucement à Lyon, apportant avec lui un souffle de renouveau que même les couloirs austères de Lefebvre & Associés ne parvenaient pas à étouffer. Depuis l'intervention d'Élise lors de la réunion trimestrielle, une forme de réorganisation implicite s'était mise en place. Les cadres parlaient d'elle comme d'un modèle. Les nouveaux venus l'écoutaient avec attention. Son influence ne venait pas d'un titre, mais d'un comportement. Et cela, plus que tout, marquait les esprits. Arnaud, de son côté, observait ce phénomène sans intervenir. Il comprenait désormais que l'autorité la plus durable n'était pas celle qu'on impose, mais celle que l'on inspire. Élise n'était pas seulement devenue essentielle à l'entreprise. Elle incarnait un futur plus sobre, plus juste, plus humain. Un mardi matin,
Après plusieurs jours de réflexion, il lui adressa une invitation simple, via un message direct. « J'aimerais vous proposer une évolution de poste. Si vous êtes disponible pour en discuter, je vous attends dans mon bureau cet après-midi. » Elle accepta, sans commentaire. À 15 heures précises, elle entra. Arnaud l'accueillit avec la sobriété qu'il avait adoptée ces dernières semaines. Il lui montra un dossier. « Voici une nouvelle structure organisationnelle que nous envisageons. Et ce poste ici, dit-il en montrant un schéma, je souhaite que ce soit le vôtre. » Elle parcourut les documents. Responsable de coordination stratégique. Un titre vaste, presque flou, mais qui regroupait en réalité des fonctions clés. Supervision interservices, optimisation des flux, lien direct avec la direction générale. Un rôle transversal, mais central. Elle releva les yeux. « Pourquoi moi ? Parce que vous avez déjà fait ce travail sans qu'on vous le demande, et vous l'avez fait mieux que n'importe qui ici. Vous méritez que ce soit reconnu et officialisé. » Elle hocha lentement la tête, puis ajouta « J'ai besoin de poser une condition. » Il attendit, silencieux. « Je veux une autonomie complète, pas une autonomie de principe. Je veux pouvoir construire l'équipe dont j'ai besoin, définir mes méthodes et pouvoir dire non quand ce sera nécessaire. » Il sourit légèrement. « C'est exactement ce que j'attendais que vous exigiez. » Elle referma le dossier. « Dans ce cas, j'accepte. » Il se leva, tendit la main. Elle la serra. « Pas trop longtemps. Juste assez. Félicitations, Élise. Ce n'est pas seulement un poste que vous obtenez. C'est un nouveau commencement pour cette entreprise. » Elle inclina la tête. « Un commencement ne vaut rien sans cohérence. On verra si vous tenez vos promesses. » Il sourit, non pas vexé, mais reconnaissant. « Je compte bien les tenir. » Dans les semaines qui suivirent, Élise constitua une petite équipe qu'elle forma elle-même. Elle développa des outils de suivi performants, mit en place un calendrier de communication interne et établit un protocole d'évaluation transparent entre les départements. Sa méthode, exigeante mais humaine, transforma rapidement les pratiques internes. La hiérarchie classique se vit peu à peu redéfinie, non pas par décret, mais par influence. Ceux qui résistaient furent vite dépassés, non parce qu'on les évinça, mais parce qu'ils ne pouvaient plus nier l'efficacité du changement. Et Arnaud ? Il tint parole. Il ne s'immisça pas. Il n'interrompit pas. Il ne tenta pas de reprendre la main. Il apprenait, chaque jour, à renoncer à l'image du dirigeant omnipotent, à faire confiance à ce qu'il ne contrôlait pas. Entre lui et Élise, une autre forme de lien naissait. Ni séduction, ni froideur. Un respect mutuel, brut, façonné par les erreurs, les silences, les confessions. Une complicité sans mots inutiles. Un vendredi soir, alors qu'elle rangeait ses affaires, il passa devant son bureau. « Un jour, dit-il, j'aimerais que vous me racontiez comment vous avez trouvé cette force. » Elle le fixa, sans détour. « Peut-être, un jour, quand ce ne sera plus une question, mais une reconnaissance. » Et elle referma doucement la porte. L'été s'installa à Lyon comme un souffle apaisant. Dans les bureaux de Lefebvre & Associés, le rythme, bien que toujours intense, avait changé de tonalité. Les visages, auparavant tendus par la pression constante, affichaient désormais une concentration sereine. La crise semblait lointaine, presque irréelle. Ce qui avait autrefois tenu debout par la force et la domination s'était stabilisé sous la rigueur douce d'une nouvelle forme de leadership. Élise Moreau, désormais responsable de la coordination stratégique, avait pris place au cœur de cette transformation. Elle ne dirigeait pas par l'autorité mais par la clarté. Elle ne donnait pas d'ordre. Elle posait des balises. Chaque fois qu'une tension surgissait, elle intervenait non pas pour imposer, mais pour rétablir l'équilibre. En quelques mois, elle était devenue une référence, non seulement pour sa compétence, mais aussi pour la manière dont elle avait imposé le respect sans jamais en exiger. Ses journées étaient pleines, mais jamais chaotiques. Son équipe fonctionnait avec une fluidité qui surprenait même les plus anciens. Elle avait instauré un rituel simple. Chaque vendredi matin, une réunion courte où chacun pouvait exprimer ce qui fonctionnait ou non, sans crainte. Ce moment, autrefois source de stress dans d'autres services, était devenu un espace de respiration, presque attendu avec impatience. Arnaud Lefebvre, lui, avait profondément changé. Non pas dans son ambition ou dans son implication, mais dans la manière de se tenir dans l'espace. Il n'occupait plus chaque pièce comme un centre de gravité. Il s'y inscrivait désormais comme un élément parmi d'autres. Ses interventions étaient plus rares,
mais plus percutante. Et surtout, il s'était entouré de personnes qui le remettaient en question, qui le forçaient à revoir ses certitudes. À commencer par Élise. Le lien entre eux n'avait pas cherché à redevenir ce qu'il avait failli être. Il n'y avait pas de sous-entendu, pas de gestes déplacés, pas de jeu. Mais entre eux, une forme d'intimité nouvelle avait pris racine, celle qui naît de la reconnaissance partagée de leurs failles et de leurs forces. Un soir d'août, alors que le bureau se vidait peu à peu, Arnaud entra dans le petit salon que l'équipe utilisait pour les réunions informelles. Élise y était seule, relisant un dossier. Il s'assit à bonne distance, sans rien dire pendant un moment. « Vous vous souvenez du jour où je vous ai dit que je pouvais avoir la femme que je voulais dans cette entreprise ?» Elle referma doucement le dossier, releva les yeux vers lui. « Oui. » Il hocha la tête, pensif. « C'est peut-être la chose la plus stupide que j'ai jamais dite, et sans doute la plus révélatrice de ce que j'étais. » Elle ne répondit pas. Elle attendait, comme toujours, que les mots trouvent leur juste place. Aujourd'hui, je me dis que la vraie richesse, c'est de pouvoir admirer quelqu'un sans chercher à le posséder. Et c'est exactement ce que je ressens quand je pense à vous. Un silence suivit. Non pas gêné, plein. Je ne vous dois rien, Arnaud, mais je reconnais ce que vous êtes devenu, et je vous respecte pour ça. C'est suffisant, plus que suffisant en fait. Ils restèrent là un long moment, à regarder la lumière du soir danser sur les murs. Il n'y avait pas de promesses, pas de projection romantique. Seulement deux êtres humains qui avaient à traverser le pire d'eux-mêmes pour devenir meilleurs. Ensemble, mais séparément. Dans les mois suivants, Élise fut sollicitée pour parler de son expérience dans d'autres entreprises. Elle refusa toujours les titres pompeux, les invitations à inspirer. Elle n'aimait pas être un symbole. Elle préférait être une réalité stable dans un monde mouvant. Arnaud, quant à lui, poursuivit son chemin. Moins visible, plus solide. Et chaque fois qu'il croisait Élise, dans un couloir, dans une salle de réunion, sur le toit de l'immeuble, il éprouvait cette sensation rare et précieuse, celle d'avoir rencontré quelqu'un qui vous transforme sans même essayer. Et peut-être un jour, cette admiration deviendrait-elle autre chose. Peut-être pas. Ce qui comptait désormais, c'était que ce lien, silencieux et vrai, leur suffisait.